Madame, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous dans ce numéro des dossiers de Télé 7, ce dossier de ce soir qui va porter sur la déclaration faite par des personnalités de haut niveau, selon les termes qui ont été utilisés par la presse internationale, sur la guerre d'agression du Rwanda au Nord Kivu. Et pour cerner cette question, j'ai invité 4 personnalités, et non de moindre. Le professeur Mubangi Betou-Kani Gilbert, il est de l'université de Kinshasa. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et à ses côtés, il y a le professeur Edi Tambwe, il est de l'UNIKIN et de l'IFASIC. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et à ma droite, le docteur Emmanuel Kabongo Malou, directeur politique au groupe de presse Le Potentiel. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et Freddy Moulumba Kabouayou Abondo, directeur général du groupe de presse Le Potentiel. Bonsoir, Freddy. Bonsoir, cher ami. Alors, cette déclaration qui a visiblement surpris tout le monde, venant de la part de 20 personnalités, d'anciens présidents de la République. On a Jacques Chirac, on a Abdou Diouf, l'actuel secrétaire général de la francophonie. Il y a le grand boxeur Mohamed Ali que les Congolais connaissent très bien. Est-ce que, professeur, je commence par vous, le professeur Edi, est-ce que cette déclaration vous a surpris? Non. Je veux dire non, enfin, oui et non. On s'attendait à une action politique de ces gens. Mais ce qui m'a surpris, c'est certaines personnalités, notamment Mohamed Ali, ça m'a surpris. Et puis, on va le dire, l'épouse du chef de l'État français, ça m'a surpris. Donc, on s'attendait depuis un moment, je reviendrai tout à l'heure, peut-être plus profondément, pour expliquer que, en fait, il va y avoir des changements beaucoup plus profonds qu'on le pense. Et quand on suit l'actualité du Congo, on sait que on va vers la fin, je vais appeler ça d'un paradigme, c'est-à-dire il y a un modèle explicatif général qui est en train de s'effondrer, et on s'attendait qu'il y ait, après que le Rwanda, profitant du génocide, après que le Rwanda qui s'est arrimé sur la grammaire de la Shoah pour captiver... Et aussi la faiblesse de la RDC. J'arrive là, donc le Rwanda qui s'empare de la grammaire de la Shoah, qui manipule le génocide. D'ailleurs, on peut établir qu'il y a eu plus de morts Hutus que Tutsis, ça on le sait, historiquement on le sait. Donc, alors que le Rwanda s'est emparé de cette grammaire qui a bien marché sur le plan international, qui est audible sur le plan international, en même temps la RDC s'est effondrée. Souvenez-vous, 1994, cette grande image, 2 millions de réfugiés rwandais qui se déversent dans notre territoire, qui déstructure l'espace. Et on a des conséquences sur le plan sanitaire, sur le plan politique, sur le plan démographique et évidemment sur le plan de l'organisation de la sécurité. Donc notre pays était devenu pendant ces 20 dernières années aphone, sans voix et incapable de mettre en place une stratégie internationale pour répondre au succès, entre guillemets, du petit Rwanda, parce que après tout, c'est quand même géopolitiquement un petit pays. Oui. Ce pays n'a existé que du fait de notre faiblesse structurelle depuis 20 ans. Aujourd'hui, on est dans les limites de ces modèles-là. Quand vous prenez les carrés Kinshasa, Kigali et Ouganda et Kampala, on sait qu'on est vers la fin d'un paradigme sur lequel on peut revenir. Alors, professeur Gilbert, vous partagez le même point de vue, vous n'étiez pas surpris et que déjà là, la dynamique fait qu'on tend vers la fin d'un paradigme. Oui, on tend effectivement vers la fin d'un paradigme. Je n'étais pas surpris parce que justement, je me suis, quand cette histoire a commencé à l'est du Congo, je me suis dit, le Rwanda a fait une guerre de troupes et ça va. Et c'est là où finalement les gens qui étaient tout le temps, qui avaient tout le temps la tête baissée, qui fermaient les yeux sur tout, finalement redressent la tête, c'est trop simple. Et on le voit. À tous les niveaux, on a l'impression qu'il y a une sorte d'éclaircie. Parce que pendant longtemps, la RDC s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait au monde pour qu'on nous ignore à ce point? Et finalement, là, il y a une action, il y a une congruence. Beaucoup de choses se mettent en place pour dire, finalement, avec des mots justes, ce que la RDC est en train de dire.
Je pense que tout à l'heure, le professeur a dit un Congo faible. Effectivement, mais ce concours-là, de se dire on ne peut pas supporter ça en plein XXIe siècle, que délibérément, un petit pays puisse comme ça violer, massacrer et des guerres à répétition. Oui. C'est pas la première fois. Oui, souvent sur le même modèle. Oui, il était. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris quand même, c'est les signataires de ce prix. Il y a des gens qu'on attendait. Vous avez là aussi M. n'est pas n'importe qui, une voix qui compte, notamment sur tout ce qui touche les droits de l'homme. Et je crois, comme a dit le professeur Guy, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. On voit même que du côté des États-Unis, les choses ont bougé. Et que clairement, même la presse américaine, au niveau des médias, on était ignoré aussi. La presse américaine a investigué pour savoir pourquoi on n'arrive jamais à nommer. Pourquoi on n'arrive jamais à nommer, alors que les rapports des Nations Unies, non. Clairement. Pourquoi à la fin, finalement, quand il y a des résolutions, on ne franchit pas les Rubicons. On ne franchit pas. Voilà. Alors, et là, ils ont su pourquoi. Voilà, docteur Emmanuel Kabongo, oui. On ne peut pas dire que les personnalités se sont réveillées un matin. Il doit y avoir eu un travail en profondeur qui a poussé ces personnalités à se réveiller. Je pense que ça a été dit par mes amis Eddy et Gilbert, qui ont démontré la fin des paradigmes. Moi, je voudrais plutôt m'appesantir sur la grande surprise qui a été la mienne, c'est de constater que cette lettre a été lue entièrement sur la télévision nationale. Ah, la télévision nationale congolaise, vous voulez dire? Et là, on a lu cette lettre entièrement. Et en même temps, je me suis, ça m'a réveillé. Moi, je me suis dit, mais dans ces pays, nous naviguons sur des contradictions tout à fait fondamentales. Expliquez-vous si vous voulez. Oui, il y a quelques mois, une ADG de la même télévision a été suspendu parce qu'il a osé couvrir une manifestation faite par les partis du président Kabila, les PPRD, avec le secrétaire général, pour dire que non, les M23, c'est les Rwandais et tout, et l'ADG est suspendu jusqu'à ce jour. Et même quand plus tard, et même le secrétaire général, je pense, de ces partis est aujourd'hui dans un confinement tout à fait carcéral. Et même quand plus tard, tout le monde a attendu, Kabila a dû attendre 10 ans pour dire, voilà, c'est le Rwanda notre agresseur. Il l'a dit dernièrement, tout le monde a entendu. Et même quand ça a été fait, on n'a pas réparé les erreurs, c'est-à-dire remettre le monsieur là, qui était l'ADG, que je ne connais pas tout à fait, mais je me suis dit qu'il a été victime d'une chose qu'aujourd'hui nous admettons tous, n'est-ce pas? Et en même temps, je constate même sur la télévision nationale certaines contradictions qui m'épatent. On parle que l'agression du Congo a aujourd'hui, je dirais, 200 et quelques jours. Je dis, mais enfin, pourquoi cette réduction? Nous sommes en train de dire qu'il y a eu 6 millions, 7 millions, même 10 millions de morts. Ces 10 millions de morts n'ont pas eu lieu dans cette année ici, dans cette année avec les M23. En fait, nous sommes agressés par les Rwandais depuis 1996. Plutôt que 1994, avec l'entrée des réfugiés, c'était déjà ça, tout ça, ça a commencé avec le... C'est ça le début du paradigme de la grammaire de la Shoah. Donc moi je me dis, pourquoi cette réduction au niveau des dates, c'est comme si, et on a vu comme ça avec des contradictions, et quand vous allez plus loin, vous allez entendre le ministre chargé de l'initiation à la citoyenneté qui dit, voilà, nous devons vivre ensemble, on dit, ok. Et même le président de la République, je l'ai suivi au Kivu, il disait, oui, mais il y a des Rwandais, bon écoutez, ils sont là, ce sont des Congolais d'origine rwandophone, vivez ensemble. Mais quand vous remarquez, vous dites, voilà, c'est bien. Nous, si vous auscultez la vie politique, les leaderships actuels, au niveau politique, au niveau des entreprises, au niveau des écoles, au niveau même des ministres, il y a nos frères rwandophones qui occupent des responsabilités très importantes. Et qui sont dans la gestion de l'État actuel. Absolument. Alors on se dit, mais puisque vous avez ça sur Kinshasa, pourquoi vous entretenez cette guerre cruelle sur le Kivu, sur le Goma, sur le Bukavu, sur Rutshuru. Et en plus, si aujourd'hui Rutshuru est occupé par eux, ils ont des députés de Massis, 7, qui sont au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement. Alors on se pose la question, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qui se cache là au fond
pour qu'il continue à entretenir des cruautés inacceptables. Et c'est même dit dans la lettre, des choses inacceptables qui ont été données par le docteur Mukwege pour dire, mais c'est chaque jour qu'il y a 3000 femmes, 4000 femmes qui sont, on détruit, et dans la lettre, j'ai aimé le mot, on dit, on détruit les identités des individus, des collectivités. Donc c'est ça ma grande chose. Moi je dis qu'à ce niveau, on entend un jour des gens qui vous disent, voilà, le gouvernement dit, voilà, il faut se mobiliser. Oui, on ne peut pas se mobiliser si tant de contradictions sont, n'est-ce pas, gérées, amenées devant le peuple va s'orienter comment? Avec tant de contradictions. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette lettre nous donne l'occasion, et une autre grande contradiction qu'il faut relever est qu'aujourd'hui au Congo, nous avons, comme disait le professeur Obenga, nous avons plus de professeurs d'université que dans d'autres pays africains. Absolument. Nous avons plus de danseurs, nous avons plus de musiciens. Mais remarquez que depuis que cette guerre a commencé, après une vingtaine d'années, combien de professeurs, combien d'universitaires, des chercheurs s'investissent dans la dénonciation de cette calamité? Et même plus pire que ça, parce que ça fait une vingtaine d'années que cette guerre nous est imposée, on n'a pas construit l'élément fondamental de défense, donc l'armée. Aujourd'hui, quand nous parlons, le Congo, on dit tout ça. Donc je pense que nous allons, comme disait le professeur Eddy Taboué, approfondir tout ça aujourd'hui. Mais moi, je me dis qu'il est difficile aujourd'hui, voire tout à fait aléatoire, de dire que les Congolais ne se mobilisent pas quand l'autorité publique, quand les élites émettent sur des sons discordants. Oui. Voilà. Oui. Sur des questions aussi essentielles. Alors, Freddy Mulumba, les élites qui émettent de manière discordante, mais là, les personnalités, je vais les citer, ils font quasiment la comptabilité des richesses de la République démocratique du Congo. Ils disent, hélas pour lui, son sous-sol regorge des matières premières, principalement la cassitérite, un minerai dont on tire l'étain, mais aussi le coltan, aussi autres minéraux recherchés, et bientôt le pétrole qui vient d'être découvert. Attirés par ces richesses faciles, des bandes de mercenaires et des pillards de toutes sortes écument le territoire depuis des décennies et martyrisent les populations. C'est très fort, Freddy Mulumba, des bandes de pillards. Est-ce que c'est seulement pour désigner les groupes armés ou est-ce aussi pour désigner des États? Et d'abord, je suis très surpris de voir que cette lettre a été lue à la RTNC. Je n'ai pas suivi. Parce que ce qui est frappant dans notre pays, c'est de voir qu'il y a des problèmes à Goma, Bukavu, dans le Kivu, et nos élites n'en parlent pas. Est-ce que vous trouvez normal que l'autre personne parle de notre problème? À l'étranger, moi j'ai voyagé, les gens me disent, mais on ne vous comprend pas. Comment vous ne parlez pas de votre propre pays? Ça signifie quoi? C'est donc quelquefois je donne raison au président Kabila qui a dit, il est étonné de voir la manière dont on recrute les élites congolaises. Avec facilité. Hein. Quelle facilité? À tous les niveaux. Ça prouve, moi, il n'y a pas d'élite. Peut-être qu'il y a des diplômes, mais il y a des professeurs, il n'y a pas d'élite. On recrute facilement, à tous les niveaux, au niveau des journalistes, au niveau des professeurs d'université, au niveau de l'armée. Partout, service de renseignement. Des gens qui travaillent contre les intérêts du peuple, les intérêts du Congo. Ça étonne. Comment est arrivé à ce niveau-là? Et puis quand nos amis déclarent, ils ont eu peur de dire que c'est un génocide, ça fait 6 millions de morts. Moi, je vois la presse le matin, je suis la télévision. Combien de télévisions en parlent? Est-ce que vous trouvez normal que Chirac se réveille le matin et dit non, il y a des morts à Kinshasa? Et vous ne parlez pas. Il y a un problème de notre côté. Je pense que ce qu'ils ont fait là, c'est pour nous dire, prenez-vous en charge. Vous venez à Kinshasa, je vois des séminaires, et quelquefois des séminaires orientés, où on vient parler de décentralisation, alors qu'il n'y a pas d'État. On va décentraliser quoi? On va décentraliser quoi? Donc tout est orienté. Et moi j'ai dit, on est en train de recruter toute notre élite. Ce qui peut expliquer les silences actuels. Soit on est dans une organisation internationale, soit on est au PNUD, soit on est au gouvernement, soit on travaille pour certaines compagnies, officines, et une bouche qui mange ne parle pas, surtout quand elle est pleine. Ce qui explique qu'en face, il n'y a pas de gens qui parlent du Congo, il n'y a pas de gens qui défendent. Parce que quand tu vois, chaque jour, à Radio Okapi donne des informations, des femmes violées. Chaque jour, des morts. 10. Radio Okapi qui a été suspendu à un moment donné, sous prétexte que Radio Okapi est en train de soulever les populations, parce que dans l'information, c'est incroyable, ça fait aussi une contradiction. De 2 à 10, Radio Okapi de l'eau dans votre moulin. Mais ce qui est curieux à Kinshasa, on ne voit aucun parti politique en parler, on ne voit ni l'opposition, ni le pouvoir, on ne voit ni les intellectuels. D'ailleurs, moi, je suis étonné de voir. De temps en temps, ils élèvent quand même la voix. Beaucoup viennent ici pour d'ailleurs nous décourager.
votre histoire de baccalauréat national, vous perdez votre temps. Quand moi je regarde, est-ce que réellement l'école a formé? Ils ne disent pas seulement ça, ils disent on va vous tuer. Est-ce que l'université a formé dans ce pays? Donc c'est le moment de poser la question. Il faut réformer notre université, l'orienter vers l'intérêt du peuple. Je pense que ça le problème, peut-être vous qui donnez cours, nous ne donnons pas cours. Vous devez vous prendre en charge. C'est anormal que l'université soit là et qu'il n'y ait pas de débat. Qu'il n'y ait pas de débat, qu'il n'y ait pas de débat à l'université sur la question de la civilisation de notre nation. Et ce sont les autres maintenant qui nous donnent des leçons. Donc, on vous ignore tous en tant qu'élite. Allez, voilà. Alors, je voudrais réagir. Oui, par rapport à la prise, à la reprise en charge. Je suis d'accord qu'on ne parle pas assez, nous, intellectuels, parce que je me sens intellectuel. Nous écrivons, nous avons beaucoup écrit sur la question. Sur la question. Je suis assez bien placé pour le dire, puisque j'en ai publié beaucoup. Il faut quand même rendre hommage à certains intellectuels congolais qui ont écrit, mais il ne faut pas avoir peur. Une société est forcément pyramidale. L'autre fois, on discutait avec Emmanuel Kabongo. Je le reprochais sa hargne, ses critiques acerbes contre les populations et de laisser l'élite. Une société, c'est une élite. Même le Rwanda qui a décollé, le Rwanda, c'est une dizaine de personnes qui traînent le reste de la société. Une société ne demande qu'à suivre. Il y a une responsabilité des élites congolaises, j'ai dit élites congolaises, élites politiques, intellectuelles, économiques. Aujourd'hui, il y a une centaine de banques, il n'y a aucun Congolais qui a une banque. Ils sont tous dans la mafia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous devons, je pense qu'on est à la fin d'une époque, nous devons retrouver la norme. Quel est le problème du pays? Nous sommes un pays trop faible parce qu'on a quitté la norme. Comment réorganiser une armée? On sait comment recréer un État? On sait comment on organise une armée, on n'invente pas l'eau chaude. On n'est pas le seul pays au monde qui est confronté à la problématique de refondation de son armée. Il ne faut pas exagérer. Une armée, c'est 6 mois, vous avez une armée. Donc il ne faut pas exagérer. C'est parce qu'on a trop quitté la norme, tout nous devient impossible. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de plonger la population dans la complexité. Toutes ces 20 dernières années, on veut nous présenter une pensée complexe. Le Rwanda, attention, il y a les Américains, il y a le monde entier derrière, on ne pouvait rien faire. Même nos militaires découragés, quand ils sont sur le front. Ils ont des armes sophistiquées, des lunettes infrarouges. Voilà. Donc tout ça, c'est parce que nous sommes incapables de nous hisser à la hauteur géostratégique de l'espace qui est le nôtre. Et pour ça, il faut retrouver la norme. On sait comment on recrute, on connaît les critères, on sait comment on fait une armée, on sait comment on organise une université, on sait, il n'y a rien à inventer, il faut qu'on retrouve les sérieux au cœur de l'État. C'est tout simplement ça. Alors, Edith Tamboué lâche le mot, les sérieux au cœur de l'État, c'est-à-dire il pose la question de la gouvernance. Non, au cœur des élites, il faut qu'on soit plus sérieux. Regardez ce pays sans opposition politique. Où est l'opposition politique? Elle n'existe pas. C'est dramatique. Elle n'existe pas. Donc voilà un exemple. Alors, professeur Gilbert, je vous lis un extrait de cette déclaration. De temps en temps, des voix s'élèvent. De temps en temps, le calme revient. Et puis, recommence le silence. Est-ce que cette complicité du silence, le Congolais lui-même ne participe-t-il pas à ce que cette complicité se consolide? Les Congolais en plein dedans. C'est des gens, comme disait quelqu'un, ils ne sont pas difficiles. Il suffit qu'ils aient leur bière et puis ils ne vont pas vous emmerder. BMV, bière, femme et... Non, arrêtez les... Non, c'est le stéréotype. C'est le stéréotype. Ils sont pas comme ça. C'est le stéréotype. C'est les clichés que nous... Non, c'est les clichés. Mais tous les peuples sont comme ça. Les Rwandais sont des ivrognes. Qui ne sait pas que les Rwandais sont des ivrognes? Moi, j'ai enseigné à Kigali. C'est des ivrognes. Mais ils ont eu une élite qui a pu avancer la société vers le bon sens. J'ai été au Cap. Une élite négrière. J'étais au Cap dernièrement. Il y a un professeur qui me dit, vous savez, au bas de mon immeuble, il y a des Congolais là, souvent ils dansent le ndombolo. Donc c'est un peu, je lui ai dit, par contre, moi je viens de Johannesburg, j'étais à Pretoria aussi, la plupart des professeurs d'université, des médecins, sont congolais. Voilà, la discussion s'est arrêtée. Mais pour revenir un peu à votre question, ça signifie que nous n'avons pas une constance dans l'action.
une fois qu'on résout un problème, on a l'impression qu'on ne tire pas suffisamment les leçons pour dire comment nous devons nous organiser pour que cela... Et les autres le savent. Oui, pourquoi cela ne nous arrive. C'est un peu ça le problème. Nous avons ces gros problèmes-là, de tout de suite là nous asseoir, dormir sur nos oreillers, tranquillement. Et nous sommes un pays, un grand pays. Et il y en a très peu en Afrique qui ont autant de voisins que nous. 9. On en a 9. C'est-à-dire que nous ne devons pas dormir. Il y a au moins 9 problèmes qui vont se poser. 9 problèmes qui peuvent se poser à tout moment. Ça signifie que nous n'avons pas, tout à l'heure on discutait un peu dans la façon dont nous organisons la société, nous devrions avoir chez nous un peu ce qu'on appelle de centres d'éveil stratégique. D'éveil stratégique. Donc des gens non seulement qui réfléchissent, mais aussi qui sont dans la perspective. La prospective. Dans la prospective. De savoir, il y a des spécialistes sur la société ou sur l'État rwandais. Il y en a qui s'occupent de l'Ouganda, de l'Angola et tout le reste. Et tous les jours, ils doivent suivre ce qui se passe dans ces pays-là. Parce que tout est problème d'information. Une action ne peut être une action réelle, efficace, que quand elle est basée sur une information juste. Or, nous, comme vous disiez là, c'est à répétition, ça revient, ça s'explique que nous ça se calme et puis ça reprend et ça se calme encore. Que nous sommes en train de décortiquer, oui. Il y a une chose par contre qui m'a introduit. Parce qu'ils sont restés aussi dans... Ils n'ont pas nommé. Dans les généralités. Ah non, ils n'ont pas nommé. Non, ils n'ont pas nommé. Personne n'a nommé le Rwanda. Non. Vous avez fait nommer le Rwanda, vous l'avez fait que non? Mais c'est quand même une... Ils auraient pu aller plus loin. Oui, je suis d'accord. Oui, ils n'ont pas nommé. Mais professeur, il demande quand même à ce que l'on voie, que l'on ouvre les yeux pour voir cette réalité. Ça, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant. C'est à nous maintenant vraiment de... Mais pour revenir encore sur le Congolais, vous savez, Freddy disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'intellectuels. Il faut aller à l'extérieur. C'est pourquoi la force de ces pays aussi, c'est ça. C'est ça diaspora. Oui, c'est fondamental. Je me suis retrouvé à Chicago un jour, dans un colloque, et la RDC est le pays africain qui a le plus de professeurs qui enseignent dans des universités africaines. Le premier. Le nombre de Congolais qui enseignent dans des universités américaines, c'est important. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et l'action de ces gens-là, ici, nous ne les voyons pas. Nous ne les voyons pas, on ne les ressent pas. C'est des gens qui aiment profondément les pays et qui se battent tous les jours. Mais ils se battent à l'abri. Non, pas à l'abri. Loin du danger. C'est nous qui ne relayons pas. Mais ils font ce qu'on appelle les lobbying. Les lobbying. Ils publient, ils font ici de l'ESSET, nous sommes dans une chaîne qui est porteur de tout ce message. Oui. Ah oui, on a vu des documentaires qu'ils ont fait sur le Congo pour attirer l'attention du monde sur ce que ce pays est en train de vivre. Et ça, nous n'avons jamais essayé de capitaliser ça. Vous ne devez pas, un pays n'appartient pas à un petit groupe. Il nous appartient. À nous tous. À nous tous. Et qui n'est pas contre nous est à nous. Voilà. Donc, Emmanuel Kabongo, là, on a les personnalités notent que les guerres sont à répétition, ça se calme, ça revient. Et tout à l'heure, on a posé le problème des voisins, on en a 9. Et ce qui veut dire que potentiellement, nous pouvons avoir 9 guerres de suite. Est-ce qu'il ne se pose pas également, Emmanuel Kabongo, un problème de notre responsabilité en tant que peuple? Et là, le prophète dit a parlé de la mémoire. Hein. Oui, écoute, il se pose d'abord un vrai problème, c'est le problème de l'État congolais. Comme entité. Oui, comme convention, comme réalité collective, comme interlocuteur du développement. L'État congolais a été, par nécessité, par méchanceté, totalement détruit. Par qui? En fait, ceux qui détruisent l'État, c'est ceux qui gèrent l'État. Et ils savent comment ils l'ont fait. Et regardez par exemple aujourd'hui, quand il est arrivé au Parlement, à l'Assemblée nationale, et au Sénat, d'interpeller par exemple des ministres ou des premiers ministres pour parler des problèmes de l'Est. Tu as vu comment est-ce que le Parlement a été incapable, même l'Assemblée nationale est incapable, et on a vu une majorité hégémonique dire voilà, on ne peut pas interpeller les premiers ministres, ces problèmes-là c'est un faux problème, laissons tomber. Et même quand il est passé, il n'y avait pas de débat.
Et tu vois, ça dit que, et même quand des gens ont des problèmes au niveau des élections, il y a eu des élections au Bas-Congo, il y a eu des élections dans les Kasaï, dans la province orientale. Les Quidam amènent des problèmes au niveau des cours de justice, on a au niveau de la Cour suprême, qui ne traitent même pas les problèmes. Et pendant 2 mois et des mois, des provinces entières sont abandonnées à elles-mêmes parce qu'il n'y a pas un gouverneur et parce que la justice, la Cour suprême est instrumentalisée et l'attend un mot d'ordre pour qu'on lui dise maintenant tu peux traiter les problèmes. Et entre-temps, des gens non élus, comme au Bas-Congo, continuent à gérer la province au détriment même des gens qui sont là-bas. Parce que quand une population ne se sent pas de connivence avec les dirigeants, il n'y a pas de développement possible. Les gens sont malheureux, ils se disent. Et là, c'est la destruction fondamentale de toute notion de l'État. C'est-à-dire que les gens sentent que leur voix ne compte pas. Il n'y a pas d'alliance. Il n'y a pas d'alliance. Que les voix sont manipulées par un ailleurs qui ne maîtrise pas. Et quant à la justice, regardez comment elle fonctionne au Congo aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de procès ici, les Tchébéas sont tués, il n'y a jamais eu de suite. Donc on a détruit, on est en train de détruire profondément, de façon délibérément, avec acuité, donc on détruit l'État pour que nous les Congolais, avec tous les problèmes qui nous arrivent dans nos cités, qui arrivent au Kivu, qu'on n'ait pas un interlocuteur. À qui est-ce que vous allez poser les problèmes? C'est ça. Donc c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde, je dis, mais ça c'est une arme à double tranchant. Mobutu a commis la même erreur en détruisant l'armée. Il a été chassé ici par des Kadogo. Parce qu'il a mis l'armée, il a donné à ses frères qui étaient vraiment des gens insipides. Et tous ils n'ont compétence aucune, affairistes. Et aujourd'hui, je regarde le président Kabila, je dis, mais c'est incroyable qu'il ne puisse pas faire une armée dans ces pays. C'est incroyable que nous ayons sur notre pays, dans nos provinces, des cours expéditionnaires étrangers qui pillent, qui font tout ce qu'ils font. Et moi je dis, mais est-ce qu'il croit qu'avec ça, il a un pays à gérer? Et quand les parlementaires, qui sont les mieux payés du monde, les sénateurs les mieux payés du monde, quand on leur pose des problèmes des enseignants, on leur pose des problèmes de l'administration, personne ne trouve de réponse là-dessus. Nous sommes le seul pays où il n'y a pas un salaire minimum garanti par l'État. Ce qui fait qu'un Libanais aujourd'hui, un Chinois, engage un Congolais et lui paye $20. Il n'y a pas un salaire minimum garanti sur lequel il peut servir de modèle de base. Donc tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que les Congolais perdent la guerre de l'Est, souffrent, parce que justement, on entretient de grandes confusions fondamentales qui font que nous ne pouvons pas être orientés. Nous en parlons aujourd'hui. Allez au Parlement, quand on parle de la guerre ici, vous allez dire, oh non, c'est une déclaration de l'opposition. C'est ceci. À ce moment-là, l'opposition apparaît. Alors qu'en réalité, elle n'existe pas. Donc moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous devons fondamentalement obliger les dirigeants à reconstruire l'État. Parce que s'ils ne reconstruisent pas l'État, nous allons détruire ce qu'il y a là. Pour que nous recommencions à zéro. Et non, pas avec eux. Pas avec eux, parce que nous n'avons pas de... Alors là, Emmanuel Kabongo pose un sérieux problème. Freddy Mulumba, vous avez tout à l'heure également évoqué cette démission de l'élite. C'est votre credo, votre combat de tous les jours, cette démission de l'élite. Et face à cette démission, les deux professeurs également n'ont pas eu de mots tendres envers les responsables et envers l'élite que eux-mêmes constituent. Est-ce que vous croyez que, vous êtes d'avis, Freddy Mulumba, que ces guerres à répétition peuvent se terminer, peuvent s'arrêter avec une action principalement de la communauté internationale, parce que les personnalités, puisqu'il faut revenir dans la déclaration, les personnalités de haut niveau ont dit que bon, il est temps que la communauté internationale se lève et qu'on donne un mot d'ordre à la MONUSCO pour mettre un terme à ces guerres à répétition. C'est une erreur, j'ai dit, nous n'avons pas d'élite dans ce pays. Notre élite est pourrie, médiocre, inconsciente. C'est trop fort ça. Une élite dépassée. Et regarde les analyses que nous publions dans nos journaux. Ça laisse dépasser. C'est que nos élites ignorent que nous sommes en pleine mutation. Après 5 siècles de domination du monde occidental, la plaque est en train de tourner. C'est la fin de notre paradigme. L'Occident vers l'Orient. Et dans ces mutations, personne ne contrôle la situation. Même en Occident. On a mis des centres de recherche qui étudient
pour savoir lire les signes du temps, savoir chercher des clés de solutions. Chez nous, on passe tout le temps à se chamailler. Même ceux qui se disent professeurs, moi, honnêtement, ils ne sont pas à la hauteur. Au moins, c'est ce que je connais. Donc, il faudrait peut-être reculer un peu, prendre du temps, ne pas tellement rendre les individus, les acteurs responsables. Je dirais, comme Crozier, le système est en difficulté, il est en crise. Il faut penser par rapport au système. Parce qu'on peut enlever tous ces gens, au moins d'autres. Ça va continuer. On a enlevé Mobutu, ça continue. On a le Mobutisme sans Mobutu aujourd'hui. Donc il faudrait penser les choses. Tout un système qui est ébranlé dans le monde, qui change. L'Occident qui était seul avant le monopole de l'argent et de la violence, maintenant il y a d'autres puissances qui émergent. Et dans cette émergence-là, tous les bandits qui sont tombés en faillite viennent en Afrique faire l'argent. Il faut faire une lecture historique. Pourquoi faire une lecture historique? À chaque mutation du capitalisme occidental en Europe, nous ne pouvions pas casser. La première mutation, c'était la révolution commerciale, vers les années 1400 en Europe, et l'esclavage était négrier. On a vendu des Noirs en Amérique aujourd'hui. Est-ce qu'on en tient compte? Est-ce qu'on se réfère à ça? Est-ce qu'on tire des leçons? Après cette révolution commerciale, il y a une révolution industrielle. Industrielle, 18, 19e siècle. On nous a encore colonisés. Aujourd'hui, le monde est en train de changer. Pour la première fois, l'Occident perd le monopole de puissance, au monopole d'argent. Donc il y a des mutations. Je dirais qu'il y a un vide qui s'est créé. Les élites des autres nations, des autres peuples, des autres civilisations comprennent. Les gens sont préparés pour tracer leur voie. Les Sud-Américains sont préparés pour tracer leur voie. Les Européens et les Américains du Nord. Mais quand on vient en Afrique, il n'y a rien. Tout le monde se bat pour manger et dormir, et construire. On construit quoi? Ce qui est dramatique, c'est de voir qu'on reproduit les discours étrangers qui n'est pas collé aux réalités. Et on ne réfléchit pas à la procuration, comme le professeur Kangouane aime le dire. On n'a pas d'élite. Je pense qu'il faut remettre cette élite-là. Moi, j'ai dit il faut ravir tous les diplômes de ces gens-là. Les ravir, les remettre à un test avec des villageois. Voilà. Parce qu'ils ont des connaissances. Est-ce qu'on peut expliquer? Aujourd'hui, nous sommes dans ces pays, on est trop riches. Les gens manquent de l'eau à boire. Vous avez les fleuves qui coulent. Qui coulent, oui. Les lacs, les ressources. Nous avons des terres arables, on manque à manger. Nous avons les barrages Ying. On n'a pas d'électricité. Il y a un problème. Je n'ai vu aucun intellectuel en cette université prendre la parole. On doit arrêter ça. Donc attendre que les blancs ou bien les autres viennent régler nos problèmes, c'est une erreur. Voilà. Il faudrait qu'aujourd'hui, que les Congolais se prennent en charge et réfléchissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Alors, régler tous les problèmes entre individus, est-ce notre pouvoir? Non. C'est une erreur. Sans limitation, il faut une autre lecture des choses pour savoir quelle solution il faut porter et quelle voie l'Afrique et le Congo peuvent tracer pour eux. Pas parce que je vois beaucoup de Congolais qui disent non, maintenant l'Occident c'est fini, alors on va la Chine. La Chine dit non, non, moi je ne veux pas ça. Toi, un peu, on a une culture d'esclave. On quitte un maître, on cherche un autre. Alors on doit tracer notre propre voie. Ce qui manque en Afrique actuellement, ce qui manque au Congo, je dirais qu'il y a l'absence de pensée. Il y a un manque de pensée aujourd'hui. Il n'y a pas de penseur. Alors, Emmanuel Kabongo, en une minute. Oui, je voulais dire parce que le problème est que Freddy amène une lecture trop longue qui m'apparaît comme un déplacement du débat. En réalité, si nous prenons en 60, le 1er juillet, il y a déjà la MONUSCO, l'ONU qui était ici. Oui. Et la MONUSCO est ici. Même on en parle. Et c'est pendant que l'ONU était ici que notre gouvernement n'a pas été capable d'organiser l'armée. Parce que la présence de la MONUSCO, la présence de toutes les institutions de l'ONU dans un État, ça rend impossible toute capacité nationale d'organiser l'armée, qui est un instrument de fierté. Parce que le MONUSCO vient justement pour délégitimer cette fierté-là. On ne peut pas penser aujourd'hui que la présence massive de la MONUSCO, avec un budget colossal, qui est un budget qui est constitué d'une dette interne, d'une dette extérieure. Parce qu'on a l'impression que cet argent que la MONUSCO dépense, on a cité même les chiffres, 1,2 milliard. 1,1 milliard et demi. Et ça, on croit que non, cet argent-là, c'est une gratuité, c'est fou. Les gens là, avec leur armée, ont un budget que notre armée n'a pas. Et cet argent-là est fait sur notre dos, parce que c'est considéré comme une dette extérieure. Et en plus, il n'y a même pas beaucoup de Congolais là-dedans. Pour faire la police aujourd'hui, à la MONUSCO, on est allé chercher des vieilles femmes maliennes, guinéennes,
des gens qui ne peuvent même pas justifier des compétences ici. Non, écoutez, c'est 60 calme. minutes, Donc moi, je dis que 60 Freddy raconte, Emmanuel. c'est vraiment des balivernes. Ce qu'il y a à dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire, il ne faut pas aller trop loin. Il faut dire que nous avons la MONUSCO dans ces pays et que cette MONUSCO-là, comme en 60, il a empêché aussi bien à Lumumba qu'à Cyril Hanouna, même à Iléo, d'organiser l'armée, de fonctionner, parce que c'est une pieuvre qui vous avale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même problématique. Il est là, avec un budget colossal, et les gens la constatent. 30 ans, 20 ans après. Il est là depuis 1999. On constate que non, le mandat n'a pas été bien géré, mais le mandat de la MONUSCO dit quoi? Qu'elle a un droit, qu'elle a le devoir de protéger les populations civiles. Mais c'est depuis qu'elle est là qu'il y a eu aujourd'hui 10 millions de morts. Donc on se dit, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc moi, je suis heureux d'avoir cette interpellation qui nous permet de revenir sur nous-mêmes. Mais moi je dis, tout ça, ça fait partie de l'hypocrisie occidentale. Et que nous devons nous prendre en charge, c'est-à-dire constituer une véritable armée. On ne constitue pas l'armée avec des gens qui pendant 10 ans, nous ne l'avons pas construit. Parce que les institutions, Freddy, ne valent que ce que valent les animateurs. Il y a une relation. Et maintenant, je vais vous prendre tout à l'heure. Professeur Eddy, non, je commence par vous, s'il vous plaît, Eddy Tamboué. Là, nous sommes en présence, nous ne pouvons défendre le pays qu'avec l'instrument que nous avons actuellement, c'est-à-dire les FRDC, qui est une juxtaposition des différentes milices. Est-ce qu'il y a moyen de recréer une armée sur cette base-là? Oui, mais tous les polémologues ou polémologistes, ils savent, c'est pas, il ne faut pas nous rentrer dans la complexité. On sait comment on fait une armée. Et un pays comme la RDC peut faire une armée en 6 mois. Je pèse mes mots. En 6 mois, vous pouvez avoir une armée. OK? Alors, professionnelle, dissuasive? Pendant la campagne, parce que Freddy rentre dedans les intellectuels, il n'y a pas de pays sans intellectuels, il y a des intellectuels qui soient faibles, j'en conviens, qui soient parfois décalés, qui soient préoccupés au problème de survie. À vouloir construire. C'est ce qu'il veut dire, notamment les intellectuels. Emmanuel Kabongo, c'est un grand intellectuel que j'ai publié d'ailleurs avec beaucoup de bonheur. Lui-même c'est un grand intellectuel. Sur les intellectuels, c'est un intellectuel. Moubangi, c'est un intellectuel. Il y en a tant d'autres. Mais que nous soyons décalés, mais que nous ne soyons pas à la hauteur des enjeux du pays, je suis d'accord. Et l'enjeu aujourd'hui, moi je l'ai dit dans mon dernier livre, parce qu'on ne lit pas assez aussi, dans mon dernier livre publié pendant la campagne, j'exigeais, je suggérais, j'ai demandé au chef de l'État, qui venait d'être élu, de faire ce que j'appelais un Big Bang au cœur de l'État. Ces pays ont besoin d'un Big Bang. Et je renvoie à mon livre où j'explique ça. Les enjeux sont connus dans ce pays. La méthodologie à suivre est connue. On n'invente pas l'eau chaude. Il ne faut pas exagérer, on n'est pas dans la complexité. On sait ce qu'il faut faire. On sait pourquoi la justice, elle ne marche pas. On sait qu'elle est corrompue. On sait ce qui ne va pas dans l'armée. On sait ce qui ne va pas dans les administrations. C'est qu'il faut une volonté nouvelle. Il faut une alliance nouvelle entre l'élite politique et ses peuples. C'est une élite qui draine un peuple. Et ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas nous rentrer dans la complexité. Alors, professeur Gilbert, ce n'est pas complexe. Tout le monde en convient. Et que tout ce qu'il faut faire, c'est une dose dans la complexité. Une dose de volonté politique pour nous en sortir. Et où est-ce qu'il faut la puiser? Parce que là, l'élite, elle s'est qualifiée, elle s'est disqualifiée. Revenons sur le drame que nous sommes en train de vivre, qui est à la base d'ailleurs de ce débat par rapport aux prises de position de ces personnalités. Nous prenons notre propre pays, notre société, nos politiciens. Regardez, tout à l'heure, je crois que c'est Emmanuel qui disait les partis politiques. Effectivement, ils sont à fond. Comment voulez-vous, à chaque fois qu'on entend... Sur une question d'importance fondamentale, qui est l'intégrité territoriale, la souveraineté d'un pays. L'existence du pays. L'existence du pays. Ou ailleurs, vous ne saurez même pas qui est de l'opposition. Qui est de la majorité. Parce que vous touchez à ça. Tout le monde se lève. Oui, vous touchez
à ce qui nous constitue. Nous n'avons qu'un pays, on n'en a pas beaucoup. Donc, quand j'entends, chaque fois que l'opposition monte, passe à la télé, c'est pour dire nous devons nous mettre ensemble, c'est comme si vous devez nous donner des postes. Nous devons manger ensemble. Nous devons manger ensemble. Voilà, Donc, pour aller vous comprenez La mangeur nationale. à quel point on est... Nous devons construire ensemble. On doit construire ça. Et ça, On ne fait pas le pays. c'est très grave. C'est très grave. C'est comme si eux, l'attaque, donc, le pays fait l'objet, si eux étaient au pouvoir, et c'est un problème si eux étaient au pouvoir, le Rwanda n'allait pas le faire. Non, attendez. Là, c'est un problème qui touche le pays. Nous devons tous être comme un seul homme, hein, nous lever, même si nous avons des divergences entre nous les réglerons. Il y a d'autres tribunes, il y a d'autres endroits pour le faire. Mais pour le moment, c'est l'État lui-même qui est en danger, qui est en cause. Donc, ces problèmes, pour revenir un peu à votre question, on a combien de fois nous avons fait notre autocritique, même déjà du temps de l'auto. Il parlait de 10 quoi là. Les 10 fléaux. Les 10 fléaux. On les connaît. Nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos forces. Mais pourquoi est-ce que diable nous ne sommes pas capables de travailler sur ça? Et peut-être parce qu'on n'écoute pas ceux qui font les bons diagnostics et proposent les meilleures solutions parmi les élites. Non, parce que en fait, la question soulevée Par Freddy. par Freddy est quand même importante. C'est pas tant du long terme. C'est-à-dire il n'y a pas de pouvoir sans savoir. Il y a une relation dialectique. Entre le pouvoir et le ça fera plaisir. à Emmanuel Ontologique. Il y a une relation dialectique. Il y a une dialectique naturelle entre le pouvoir et le savoir. C'est pas possible. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une distance entre le savoir et le pouvoir. Voilà, c'est ça le problème qui se passe aujourd'hui. Et moi, je l'ai écrit en 2006, déjà. dans un ouvrage, Les élections et après. Oui. J'ai réuni donc une trentaine d'intellectuels, Mabi, voilà, et puis bien d'autres. Maître Nimi, avocat et ancien directeur de cabinet de Mobutu, Ngal, Isidore Ndaïwel, tout ça. Et moi, je constatais qu'il y a vraiment rupture. Il y a une rupture entre le savoir et les pouvoirs. Le pouvoir actuel ne s'adosse pas assez sur le savoir. Donc c'est étrange d'ailleurs. Je trouve ça étrange parce que ça me rappelle une histoire que... S'il vous plaît, non, s'il te plaît. Parce que là, Gilbert n'a pas encore... C'est une histoire que nous disait le professeur... Vous aurez votre temps après, juste après Freddy. Oui, l'historien, notre grand historien. D'ailleurs, Eli Kiambokolo nous racontait au campus, il était surpris, il arrive, il va voir le président Omar Bongo, qui était encore à ce moment-là vivant, il lui dit, comment va Kabila? Eli qui dit, je ne sais pas. Puis sûrement il va bien. Et Bongo lui dit, mais tu t'avais dit que Kabila ne te reçoit pas? Et Bongo, Eli qui lui dit, oui, il ne m'a jamais reçu, j'ai même fait des demandes et je n'ai jamais été reçu. Donc c'est pour dire, c'est pour dit le professeur Eddy. Alors que le pouvoir a fait une distance tout à fait voulu, délibérée entre le savoir et le pouvoir. Alors, professeur Gilbert, c'est vous qui aviez la parole. Et ils vous ont complété visiblement. Oui, bien sûr. Les intellectuels, c'est complet. Ils existent et ils se complètent. Oui, allez-y. Le drame, tout à l'heure, j'ai parlé de l'information, de la pensée, des réflexions sur notre propre vécu. Et c'est ce que d'ailleurs, moi, avec mes étudiants, quand ils doivent faire des mémoires, je leur demande de pouvoir choisir des sujets qui concernent notre vie. Il est temps que nous produisions de la connaissance sur notre propre réalité. Et c'est ça qui manque. Les universités ailleurs, c'est là. Vous ne trouverez jamais un homme politicien qui puisse s'hasarder à parler d'un sujet sans avoir pris la précaution de savoir quel est l'état de la recherche sur cette question. Or, chez nous, on a l'impression que quand on est au pouvoir, on a la science infuse. On parle de la nouvelle citoyenneté, on ne consulte même pas il y a eu cette crise énorme où des restrictions budgétaires ont été faites aux États-Unis partout. Là, on n'a pas touché ces pas. C'est l'éducation. La recherche. La santé, parce que c'est la population. Ici, on ne sait même pas le nombre de chômeurs que nous avons. On ne sait même pas
tous ces enfants qui terminent les universités à Londres à la fin de chaque année, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est le souci des personnes. Donc, ce qu'il faut pour revenir à ta question, c'est valoriser ou travailler sur ces histoires-là. Mais c'est politique tout ça. Oui, c'est le pouvoir politique qui décide de l'importance. C'est toute notre vie organisée, la politique. C'est là, on parlait aux États-Unis de Madame Suzanne Rice. Il y a un article justement du Times ou du New York Times qui parlait et qui voulait justement savoir pourquoi elle travaillait absolument à laver plus blanc que blanc, à tout le temps faire en sorte que les noms de Rwanda apparaissent dans des résolutions. C'est elle. Mais où est-ce qu'il a connu ça? Il a travaillé dans un think tank à Washington, où ils étaient. Qui ça, Kagame? Non, mais non, Kagame. C'est chez Brookings Institution. Oui. C'est là où était le travail. Donc, c'est là où donc, il faut que ceux qui sont au pouvoir soient à l'écoute. Même prof. Moi, je pense que j'avais fait un article dans un de mes chapitres de mon livre. Est-ce que notre société, notre État ont-ils besoin de la science des intellectuels? On n'a pas besoin parce qu'on fait appel aux gens du Fonds monétaire, Banque mondiale, qui viennent prendre la place de Congolais. Aujourd'hui, si on vient de taille ici, on a besoin de conseillers étrangers. On ne fait pas appel aux Congolais. C'est plus fort ce que du Frédéric. Oui, parce que c'est encore plus fort que ça. Vous avez des réalités congolaises, ce sont des Belges, ce sont d'autres qui doivent parler sur nous. Ils sont experts RDC. Un RDC. jour, j'ai dit, je ne citerai pas le nom ici, dans un colloque à New York, je lui ai dit, tu ne nous as pas vus, toi. Hein? De quoi tu parles? Tu parles des choses que tu as entendu parler, donc tu as entendu parler. Mais nous les vivons. Tu parles au nom de qui? C'est tout ça. Nous devons renforcer nos gars. Au lieu de les laisser comme ça. Tout à l'heure, on disait, même le président décrit ça, il dit ils sont facilement manipulables, recrutables, tout ce que vous voulez. Mais nous devons, nos institutions, comme disait Obama d'ailleurs, on a besoin des institutions fortes et non pas des hommes forts. Alors, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Emmanuel Kabongo, je me replonge encore dans ces déclarations, quelque part où il se pose, les personnalités s'interrogent. Connaissez-vous le Kivu? Un drame s'y joue en ce moment même, avec déjà des millions de morts et d'autres millions de vies dévastées. Oui. Là déjà, on parle de millions de morts. C'est dire qu'on commence déjà à reconnaître que ce drame pourrait s'apparenter à un génocide. Comment s'apparente? Très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps. En réalité, vous avez publié il n'y a pas longtemps une lettre de l'ambassade américaine où on parlait déjà de plus de 5 millions de morts. Donc nous n'avons pas... Je pense que en cette matière-là, en matière de génocide... La secrétaire d'État parlait déjà de 6 millions. C'est ça, c'est de la souffrance congolaise, ce sont des femmes congolaises, ce sont des enfants congolais qui souffrent et c'est nous qui allons définir ça. Et notre travail aujourd'hui, c'est de définir justement, d'avoir tous les éléments qui concerne ces dossiers-là et de l'exploiter comme nous devons le faire. Parce que la problématique du génocide est tout à fait, je dirais, complexe. Parce qu'en fait, les génocides déshumanisent les génocidaires. Ceux qui tuent au Kivu là, ils peuvent aussi tuer partout. Ils sont totalement déshumanisés. Ils ont perdu ce qu'on appelle la valeur de la vie. Ils ont perdu toute santé. Aujourd'hui, on les remarque, aujourd'hui, partout ils sont, ce sont des gens tout à fait déshumanisés. Donc, au Congo aujourd'hui, les risques qui se posent, c'est que face à ces gens qui croient que c'est... vous savez, je peux dire une chose, en 1996, en 1980, c'est quand il a publié son livre intitulé « Civilisation barbarie ». Et dans ce livre-là, il fait une nomenclature des États. Il dit « l'État génocidaire qui a existé longtemps en Europe a été repris en Afrique par le Rwanda ». Parce qu'il signifie que c'est un État où une ethnie, quand elle est au pouvoir, elle élimine toutes les autres ethnies. C'est ça peut-être les risques qui se posent sur le Congo. Que les gens qui sont là, qui sont totalement déshumanisés, qui ont pris le pouvoir partout où ils peuvent prendre, n'arrêtent pas de tuer crapulement, inutilement dans ces pays. Donc moi je dis que le problème du génocide aujourd'hui, nous devons non seulement détenir tous les éléments, mais dire aux gens qu'il faut que ça s'arrête parce que ceux qui sont totalement déshumanisés, qui sont en train de nous malmener, c'est les M23. Nous arrivons à Kampala où
on nous malmène inutilement. C'est juste pour inscrire. Noël, on doit c'est- fêter. oui. suspend les travaux, C'est dit- sinon, on dit, c'est juste pour inscrire dans nos mémoires la défaite. C'est juste pour nous humilier, pour que même quand ils seront ici, parce qu'ils sont déjà ici, il y a déjà 7 députés qui sont ici, il y a des qui sont dans le pouvoir, tout ça, mais pour qu'on ne puisse pas, nous les Congolais, lever la tête pour dire que ces pays nous appartiennent, avec vous, nous travaillons ensemble. Que nous serons en dessous de leurs pieds, et nous serons ils mettront leurs pieds sur nous. Parce que tout ce qui se passe là-bas, c'est d'inscrire la défaite fondamentalement dans nos neurones, dans nos gènes, pour qu'on dise non, les Congolais n'existent pas. Et là, c'est un avenir qui n'est pas loin de celui des Indiens aux États-Unis, Voilà. qui n'est pas celui loin des Inuits au Canada. va Et nous ça, mettre dans nous des devons cages. refuser Alors, Freddy un Moulumba, tel état des choses. En 60 secondes, parce qu'on est à la fin, finalement, là, les génocides, ce mot est lâché, et les génocides, ce ne sera plus un génocide oublié. Oui, le mot est lâché, mais il faut travailler. Et les coupables sont connus. Mais c'est eux-mêmes là qui dénoncent aujourd'hui, qui sont des coupables. Mais ce qui peut passer, qu'on peut toutefois rendre seulement les Rwandais, Il faut capitaliser. Hein. les Ougandais coupables, et qui ont donné des armes. On va les garder, ils seront à l'abri. Est-ce qu'il ne faut pas y aller par palier? Non, parce que moi je pense que les génocides qui est passé vers les années 1908 avec le Cordel, ça peut nous aider à comprendre comment il faut éviter qu'on efface les tableaux. Ce qu'ils font là, c'est pour effacer les tableaux. Vous dire maintenant c'est fini, vous vous arrangez, on a trouvé un terrain, on a trouvé un consensus, abandonné, oubliez même les milliers de morts. Ça, les Congolais doivent s'organiser déjà. De dire, cette fois-ci, l'histoire ne va plus se répéter. Si en 1800, 1908 ou bien 1900, ils sont parvenus à effacer les tableaux parce que nos parents n'étaient pas à l'école. Nous, on a étudié avec ces gens. Ils viennent ici, ils tuent, ils pillent, ils violent. Et puis on Et puis on dit non, oubliez, et vous pouvez vous pardonner. Non. Il doit y avoir un procès. Qu'on les veuille ou non, cette fois-ci, il y aura un procès contre tous ces capitalistes qui ont pillé, qui ont tué, et contre leurs parents, les négriers d'État moderne, M. Kagame et Museveni. Voilà, les négrés des temps modernes. Professeur Eddy, même question. Génocide, les personnalités de haut niveau, le mot est lâché lorsqu'on parle des millions de morts. Les consensus est en train de se faire autour de la question. Oui, mais il faut maintenant le rendre légal. On retrouve de la voix. C'est à nous de travailler. Nous sommes encore faibles. On ne sent pas encore une stratégie diplomatique de la RDC. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Emmanuel parlait des dissonances sur le plan national, des dissonances sur le plan politique, des dissonances, des contradictions. Il faut maintenant qu'on réussisse à clarifier les choses. Je parle de la norme, à retrouver la norme. Que veut-on dans cette affaire? Pourquoi on n'a jamais voulu nous-mêmes scénariser, théâtraliser? Un génocide, ça se théâtralise. Les Juifs l'ont théâtralisé. Le Rwanda l'a fait à merveille. Maître à la matière. Quand vous arrivez à Kigali, on vous fait passer devant les crânes. Vous pleurez et puis vous rentrez dans la ville. Donc voilà. Donc il faut scénariser tout ça. Il faut travailler là-dedans. Et nous ne travaillons pas encore. Et ça, c'est le travail des intellectuels. Mais il faut que ça soit assumé par le pouvoir politique. Alors, on va finir avec vous, professeur Gilbert. Vous allez conclure donc cette tranche des dossiers des Télé 7. Les génocides, il est là. Il faut théâtraliser, il faut dramatiser, il faut scénariser cet atout. C'est pas au sens péjoratif. Je comprends. C'est vraiment au sens le plus... Alors, le plus noble. Et là, les personnalités de haut niveau, ils tendent déjà une perche. Comment est-ce que nous, Congolais, nous pouvons la prendre? Nous devons saisir cette perche. On n'a pas le choix si on veut encore exister comme nation, comme pays, comme peuple. Et je pense que... Comme mémoire. Aussi. Il est plus que temps que nous commencions à construire nos institutions, c'est-à-dire construire l'armée, qui soit au service de la nation, qui défende territoire, l'intégrité du territoire, et nous ayons une police qui sécurise les gens au lieu de les traumatiser, au lieu de les dépouiller tous les jours. Et nous ayons des universités qui forment sans complexe, qui peuvent
se mettre debout, parler avec les autres, que nous formions, que nous ayons des écoles primaires, secondaires, valables. Il est temps que nous puissions construire ce pays. Depuis que ça fait très longtemps, où nous n'avons jamais mis ce problème-là sur la table de se poser la question, quel pays sommes-nous? Est-ce que nous sommes réellement une nation? Il n'y a aucune solidarité. Tout à l'heure, on parle de divergence, de dissonance. Il y a même des ruptures. Oui, le professeur Eddy en a parlé, on a fait état. Oui, quelle solidarité y a-t-il aujourd'hui en Congo? Ça n'existe pas. Donc, c'est tout ça que nous devons construire ensemble si nous voulons encore être un pays sur lequel d'ailleurs toute l'Afrique compte encore aujourd'hui. Mais malgré tous les déboires que nous avons eus, les gens pensent encore que demain, l'Afrique... L'éveil pourrait venir oui, que ce pays a tous les atouts pour aider toute la région et toute l'Afrique à s'élever. Mais tout dépend de nous, du sérieux que nous devons mettre dans les réformes que nous devons faire. Vous savez, les crises arrivent, les crises sont des moments momentanés pour que vous puissiez vous les saisir et construire autre chose. Or, nous nous sommes installés dans la crise. Malheureusement, nous nous sommes installés dans la crise, et cette crise qui se caractérise par cette rupture, le professeur Eddy l'a bien expliqué, cette rupture entre le pouvoir et les savoirs. Et un pouvoir qui fuit les savoirs, c'est un pouvoir qui destine toute la nation à la perdition, au suicide collectif. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de ces dossiers de Télé 7 et nous espérons que dans les tout prochains jours, nous y reviendrons avec un autre sujet et peut-être éventuellement avec les mêmes invités. Indépendance,